enchaîner avec Camille Elion Sorina, si elle est dans la salle. Voilà, elle va nous rejoindre. Donc là, on va changer un peu d'univers. Elle est quand même championne du monde, championne d'Europe, championne olympique aussi de handball. Enfin, je vais même pas faire toute la liste, tellement voilà, elle a récupéré le prix et elle va nous parler. On parlait de voilà, RH, c'est quand même le mot humain. L'humain, c'est un collectif, c'est de la performance. Donc, on va revoir quelques grands moments en handball de sa part et puis je vais lui laisser la parole. Malaschenko, il y a encore une passe, il y en a beaucoup. La passe, c'est la passe. La passe exceptionnelle d'Amandine Leno. Elles ne sont plus les Russes, elles savent qu'elles ont perdu. Elles savent qu'elles ne seront pas championnes d'Europe. Cette année encore, la Russie jamais championne d'Europe. Soudakova. La dernière passe d'Amandine Leno qui vient mettre le couvercle sur ce match, sur ce titre. Bonsoir à tous. C'est énormément d'émotions encore pour moi de revoir ces images. J'ai la chance, avec l'équipe de France, d'avoir vécu 3 dernières années vraiment enrichissantes. On a réussi à monter sur 4 des podiums des 4 dernières compétitions auxquelles on a participé. Et avec en apothéose un titre de championne du monde en 2017 et un titre de championne d'Europe en 2018 que vous venez de voir sur ces images il y a quelques mois. Alors les facteurs de notre réussite sont bien évidemment multiples, mais il y en a quelques-uns que j'ai eu envie de vous développer un petit peu ce matin. Je commencerai par la cohésion d'équipe. Je suis vraiment persuadée, après beaucoup d'années maintenant au plus haut niveau, qu'il n'y a pas de grande performance sans grande cohésion d'équipe. Mais la cohésion, on ne peut pas la décider, ça serait trop simple. Il faut la construire, ça prend énormément de temps. Et dans mon club, au quotidien ou dans vos entreprises, on peut construire ça jour après jour. Une des spécificités qu'on a avec l'équipe de France, c'est que parfois on ne se voit pas pendant plusieurs mois. Et lorsqu'on se retrouve, c'est pour rester un mois ensemble, des périodes très intenses avec des gros objectifs au bout. Alors, effectivement, ça nous amène beaucoup de possibilités d'être autant de temps ensemble, mais c'est aussi beaucoup de contraintes. Je vous laisse imaginer passer un mois, 24 heures sur 24 avec vos collègues de boulot à 2 par chambre, c'est pas toujours aussi facile. Malgré tout, depuis 2016 maintenant, on a vraiment une histoire collective assez longue et ces victoires nous ont permis de nourrir notre groupe. Il y a une vraie dynamique de travail et aujourd'hui, c'est un vrai groupe qui avance vers les objectifs. Les objectifs, justement, c'est vraiment un enjeu d'arriver à pouvoir concilier objectifs individuels et objectifs collectifs. On est toutes avec des carrières, des âges, des ambitions différentes, mais quand on se retrouve, il faut qu'on arrive à performer tout ensemble. C'est pas difficile d'imaginer que si une joueuse est plus préoccupée par le nombre de buts qu'elle va inscrire dans le match que par la victoire de l'équipe, ça va rapidement poser certains problèmes. Alors, il faut parfois être capable d'accepter un rôle un peu différent de celui qu'on espérait, un peu moins important, et malgré tout être vraiment prête à remplir ce rôle. Par rapport à ça, depuis 2016, il y a un préparateur mental avec qui on travaille, qui a vraiment été une grosse plus-value pour notre équipe. Alors, une plus-value parce qu'on a travaillé avec lui sur l'aspect motivationnel, l'aspect confiance en soi, mais on est allé beaucoup plus loin que ça. On a appris à se connaître nous-mêmes, je pense, en travaillant avec lui, et surtout appris à connaître les autres, à savoir de quoi les coéquipières avaient besoin pour performer. Et également savoir comment s'entraider dans la difficulté, mais en fonction de nos personnalités et de nos caractères. Il aura aussi apporté énormément d'aide aux mamans de notre équipe, dont je fais partie, puisque j'ai un petit garçon de 5 ans, sur comment planifier un petit peu, même si c'est pas avec lui qu'on a fait les enfants, hein, je vous rassure. Mais pour planifier ça dans notre carrière et aussi nous aider à gérer les absences quand on part un mois à l'autre bout du monde avec le décalage horaire, c'est pas toujours facile. Son intégration dans le staff a été relativement facile parce que dans le sport professionnel, les staffs techniques, nos coachs notamment, sont habitués à travailler avec des staffs externes. Les staffs médicaux sont vraiment omniprésents avec nous. Donc cette capacité à vraiment mettre toutes les compétences au service de l'équipe, chacun doit tenir sa place sans empiéter sur le travail des autres, et ça c'est vraiment un enjeu majeur.
Je pense que ce qui illustre parfaitement ça dans le sport de haut niveau, c'est pour ceux qui connaissent un peu la Formule 1, c'est le passage au stand. Vous avez sur cette image, comme vous pouvez le voir, 20 personnes qui s'affairent autour de la Formule 1 et de son pilote. Et en seulement une poignée de secondes, il faut que chacun remplisse sa tâche, qu'on coordonne tout pour essayer de permettre au pilote de repartir le plus rapidement possible. Par rapport à ça, il peut y avoir des changements dans cette équipe, comme dans l'équipe de France ou bien au sein de vos entreprises. Et je pense que l'intégration des nouveaux éléments est vraiment un enjeu. Ça a été une de nos forces sur ces dernières années. Et je pense que notamment sur cet Euro, la complémentarité de notre équipe a vraiment été une force avec des jeunes joueuses qui sont arrivées depuis 2016. Je pense que cette réussite-là, ça repose sur 3 éléments clés. Premièrement, le choix du sélectionneur, du recruteur, sur les individus qui fait rentrer dans le groupe. Deuxièmement, vraiment l'état d'esprit dans lequel les nouveaux intègrent le groupe, avec l'envie de se fondre dans le projet collectif et d'apprendre, d'être à l'écoute. Et enfin, la volonté de transmission des plus expérimentés, qui sont déjà en place et qui doivent vraiment tout mettre en place pour essayer de permettre aux nouvelles, en l'occurrence pour nous, d'exprimer le plus rapidement possible leur qualité. Lorsqu'on manque ce pari, ça se traduit très souvent en sport de haut niveau par une vraie baisse de performance. Et quand une dynamique est cassée, ça peut prendre énormément de temps à la reconstruire. En parlant de construction, je vais maintenant vous parler de l'avenir. Pour nous, l'avenir, ça sera Tokyo 2020. On a énormément d'ambition. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais comment est-ce que vous faites pour rester aussi motivé à investir toujours le même travail après 2 titres consécutifs ?» Alors la première réponse, c'est que quand on gagne comme ça, c'est vraiment grisant. Vivre ces émotions que vous avez aperçues, on a de suite envie de se remettre au boulot pour essayer de le revivre encore une fois. Et puis, on a l'habitude depuis pas mal d'années de construire en fait par cycle. Pour nous, les Jeux Olympiques, c'est la compétition phare. Et c'est un cycle de 4 ans. Il y a tous les ans un championnat d'Europe ou un championnat du monde. Mais tous les 4 ans, il y a ces Jeux Olympiques. Donc vraiment, Tokyo, pour nous, c'est un énorme enjeu. Je faisais le parallèle avec une entreprise dans laquelle j'ai fait une intervention il n'y a pas très longtemps et qui faisait le salon de l'automobile. Pour tous ceux qui connaissent des événements, des salons, vous savez qu'à peine l'événement est terminé, qu'il faut déjà passer à l'analyse, qu'il faut déjà essayer de se projeter sur l'après pour être plus performant. Par contre, dans tous les cycles, ça ne se passe pas forcément comme on voudrait à des moments. Quand on connaît une défaite, une contre-performance, ça génère de la frustration. Et finalement, c'est un moteur extraordinaire pour se remettre en question, pour analyser et se remettre rapidement au travail. Mais finalement, quand on a des succès, des réussites, il faut tout autant les analyser. Et c'est parfois moins facile parce qu'on a réussi. Pourquoi décortiquer tout? On a réussi et puis c'est pas mal. Et finalement, je pense que c'est encore plus important. D'une, parce que même lorsqu'on réussit, il y a des choses qu'il faudra forcément modifier pour les prochaines échéances, faire différemment, ou des choses qu'on aurait pu mieux faire. Et ensuite, parce que pendant qu'on a réussi, en face, il y a quelqu'un qui a échoué et qui, lui, sans aucun doute, s'est déjà remis au travail. Il faut aussi comprendre ses succès, parce que c'est bien d'être conscient de ce qu'on a mis en place pour performer. Si on a une réussite, qu'on gagne quelque chose, mais que finalement on ne sait pas pourquoi on en est arrivé là, ça va forcément être beaucoup plus difficile de réitérer cet exploit. Malgré mon expérience, j'ai pas de garantie d'être à Tokyo 2020, donc il faudra rester au top. Encore un an, ça sera le dernier objectif de ma carrière internationale. Et ce seront les 14 meilleures joueuses qui partiront à Tokyo l'été prochain. Malgré tout, je sais déjà quel sera mon rôle sur le terrain, mais surtout en dehors. Comme ça a été le cas pour moi à Pékin 2008, je suis un peu plus jeune, vous pouvez le voir. Ça sera d'encadrer les jeunes qui vont arriver, les aider à vivre cet événement le plus sereinement possible et aussi de leur transmettre les valeurs de notre équipe qui me tiennent vraiment à cœur après 12 ans passés dans cette équipe. Les Jeux Olympiques, c'est une compétition avec énormément d'enjeux, énormément de pression. Et il y a pas mal de tentations aussi de se disperser. Donc je vous garantis qu'après 3 Olympiades, j'ai pas mal d'anecdotes à ce sujet, mais bon, c'est pas le propos de la matinée.
Enfin, si je devais donner trois choses qui me paraissent vraiment primordiales pour manager une équipe, au travers bien sûr de mon expérience, j'ai pas la vôtre dans le management, mais je dirais que l'importance du savoir-être quand on doit faire rentrer quelqu'un dans un groupe, recruter, et pas s'arrêter seulement aux compétences propres au métier pour lequel on recrute quelqu'un, surtout quand il y a du travail en équipe à faire. Je dirais favoriser la communication, parce que je pense qu'il n'y a jamais trop de communication, et c'est vraiment important. Et enfin, optimiser les feedbacks. Alors pour les feedbacks négatifs, je ne me fais pas de soucis, on les oublie rarement. Mais je pense que c'est vraiment important aussi de souligner ce qui est bien fait, de faire du renforcement positif, et c'est très constructif, notamment dans le travail d'équipe. Je vous remercie.